Consacré aux réformes envisagées au sein de l'Union africaine. Aujourd'hui, dans notre dossier du jour, nous nous poserons la question de la nécessité justement de ces réformes. Mais avant cela, l'actualité avec au programme les pays du G5 Sahel qui mettent en place une force militaire commune afin de mieux lutter contre le terrorisme. Autre actualité, l'opération de redistribution des terres non mises en valeur qui vient d'être initiée en République démocratique du Congo. Et pour en parler sur ce plateau, Adoté Blivi, avocat au barreau de Paris, bienvenue. Merci. Sur ce plateau également, Makanera Ibrahima Sori, chargé de cours de droit à l'École supérieure de commerce et de gestion PPA. Bienvenue. Sur ce plateau également, Jean-François Akaondi Kombe, notre éditorialiste. Bienvenue Jean-François. Merci beaucoup. Alors sans plus tarder, l'info du jour. Le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad mettent en place une force militaire commune, un G5 Sahel contre le terrorisme. Cette force qui sera déployée dans un premier temps aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Elle s'ajoutera à l'opération française Barkhane qui traque les djihadistes dans le Sahel. Mokhtar Bari, Birama Saounera. Ce sont au total 5250 hommes fournis par les membres du G5 Sahel que sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad qui vont sécuriser les frontières entre 5 pays. Les chefs d'État présents au sommet de Bamako le 2 juillet 2017, tout en saluant la naissance de cette force, promettent des résultats avant les 5 prochaines années. 423 millions d'euros sont nécessaires à la matérialisation de cette force. Chaque pays membre devra débourser 10 millions d'euros. N'oublions jamais que le Sahel n'est qu'un terrain de passage, un terrain d'aguerrissement d'éléments à projeter ailleurs, sur nos voisins immédiats, l'Europe. Donc je pense que là, dans les temps à venir, avec cette mobilisation au niveau de l'Europe et au niveau du monde, nous aurons sûrement d'autres idées par rapport à ces modes de financement alternatifs qui vont peut-être nous permettre d'aller plus loin encore dans l'ambition de faire de ce G5 Sahel, sa force conjointe en tout cas, un élément de lutte efficace au niveau de la région contre le terrorisme. Le président français Emmanuel Macron, hôte du sommet de Bamako, salue cette initiative qui vient en soutien à la lutte contre le terrorisme, tout en annonçant que la France mettra 8 millions d'euros à la disposition de cette force avant la fin de l'année 2017. Outre la fourniture d'équipements militaires, la formation des hommes composant la force, la France entend financer des projets de développement agricole et pastoral et d'autres domaines à hauteur de 200 millions d'euros sur les 5 ans à venir. Le président français estime que la bonne gouvernance contribuera à la lutte contre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, les terroristes se nourrissent, dans tous les sens du terme, de trafics multiples. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafics humains, que nous avons malheureusement évoqué tout à l'heure, et qui jouent justement des zones frontalières. La grande avancée de cette force conjointe, c'est de pouvoir coordonner les forces avec un commandement intégré, commun, en particulier sur ces zones identifiées, Est, Centre et Ouest, et intervenir de manière beaucoup plus efficace. En aucun cas, cette force conjointe ne vient se substituer ou se confondre avec la mission ou de Barkhane ou de la MINUSMA. C'est une mission de lutte contre les trafics et contre le terrorisme sur ces zones frontalières. Réconforté par le soutien de la 679e réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine le 13 avril 2017, la force du G5 Sahel a également reçu l'onction du Conseil de sécurité des Nations Unies par la résolution 2359 du 21 juin 2017. L'Union européenne, elle, avait apporté un soutien de 50 millions d'euros. Alors, Union européenne, ONU, toutes les voix semblent unanimes sur la nécessité de mettre en place cette force conjointe. Jean-François, c'était vraiment la pièce manquante dans la lutte contre le terrorisme dans cette région du Sahel? Ce n'est pas seulement dans la région du Sahel, mais je pense qu'en Afrique, il manque cette dimension-là de force spécialisée dans la lutte contre le terrorisme, parce que l'AMER a une force tout à fait particulière, qui est organisée d'une certaine manière, qui prospère par certaines voies, et les forces classiques de police, de gendarmerie, ou même l'armée, les forces militaires ne suffisent pas. Il est bon qu'on ait ici une force spécialisée
spécial, en tout cas un dispositif spécial dont on espère qu'il sera adapté à la menace et à la nature de la menace et aux procédés qui sont employés. Mais vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il y avait un consensus. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait consensus sur tout. Lorsqu'on écoute le président français rappelle ce qui, selon lui, est la mission stricte de ces forces-là, de lutter contre les trafics, tous les trafics, trafic de drogue jusqu'au trafic humain, mais point. Il ne va pas au-delà. Or, nous savons très bien que la situation est un peu différente vue du côté africain. Le président malien espère, en tout cas je pense que si on se met à sa place, il va espérer que ces forces-là puissent aussi réduire une partie de la menace des terroristes, ce qu'on appelle des terroristes, mais qui sont en partie des autonomistes du nord du Mali. Le président tchadien doit en attendre aussi qu'il réduise la rébellion qui s'est levée, qui est dans le Sahel. Son terrain de prédilection, c'est le Sahel. Et il y a fort à parier que du côté africain, on donne, en tout cas on attend de cette force-là qu'ils remplissent des missions qui vont au-delà de la lutte contre les trafics. Alors, Adoté Blivy, actuellement dans la région, on sait qu'il y a la force Barkhane, il y a également la MINUSMA pour ce qui est toujours du Mali. Est-ce que la création de cette force est synonyme en quelque sorte d'échec de la part de ces forces militaires qui ont été déployées? C'est le constat évident, hein, c'est le constat évident. La force Barkhane, la MINUSMA sont là et on constate que le problème n'est toujours pas réglé. Vous avez des forces disparates dans la zone. Les djihadistes sont toujours présents. Les Français ont essayé pendant plusieurs mois, plusieurs années, enfin quelques années déjà, de les écarter. Donc on crée une nouvelle force, la G5, et on se pose la question de savoir quel serait l'apport de ce nouveau dispositif. Est-ce que ce dispositif viendra compléter les deux dispositifs existants ou bien viendrait-il renforcer, ou bien est-ce qu'on aura encore besoin d'autres dispositifs? Ce n'est pas parce que ce sont les pays de G5 qui composent ce dispositif que ça va donner certaine efficacité. On viendra tout à l'heure, on en parlera tout à l'heure dans le second sujet, d'autant plus que c'est une des priorités de l'Union africaine. Nous en parlerons tout à l'heure. Oui, voilà. Monsieur Sori, cela fait donc 2 ans de discussion. C'est donc l'aboutissement d'une volonté affichée de la part de ces 5 États. Est-ce que on peut considérer que c'est un premier pas de la part de ces États africains de se prendre en main, de prendre leur sécurité en main? Premier pas, oui, on peut le dire ainsi. Vous savez, je pense que c'est une force qui n'est pas de trop. Vous savez, le Sahel est très vaste. Les terroristes sont très mobiles. Je pense que cette force n'est pas de trop. Mais le problème, c'est qu'en général, à part le Tchad, qui a connu quand même beaucoup de rébellions et que l'État et l'armée tchadienne s'est modernisée, les autres pays, les militaires des autres pays sont là uniquement pour taper la population au cas où elle se lèverait contre le pouvoir. Ce ne sont pas des armées qui ont été formées pour combattre une autre armée, même un groupe quelque peu organisé. Le problème, c'est que nous n'avons pas d'armée préparée à faire face à un groupe organisé. Ce sont des armées qui sont là pour mater la population si le pouvoir est un peu embêté. Donc, voilà, c'est une question très importante, mais je voudrais quand même qu'on aborde très rapidement la question du financement, Jean-François. Qui pour financer cette force? Pour moi, la réponse à votre question vient de là. Qui finance? Celui qui finance, c'est celui-là qui détermine la politique de cette force-là. Les financements vont venir essentiellement de l'extérieur. On a entendu tout à l'heure. Et pour le moment, les financements n'ont pas été rassemblés. N'ont pas été rassemblés. La France annonce, mais il ne s'agit là que d'annonces. Voilà. Et le président français a même annoncé qu'il pourrait plaider pour qu'il y ait d'autres financements internationaux, mais à certaines conditions. Donc, on est dans une situation où, pour un problème qui se déroule en Afrique, pour des forces africaines, nous sommes obligés de tendre la main comme des mendiants. En quelques secondes, Monsieur Blivy. Oui, nous avons vu la réticence des États-Unis à participer à ça. Et qu'est-ce que les États-Unis disent?
c'est la France qui a plus intérêt à intervenir dans ce cas précis, d'autant plus que, dit les États-Unis, hein, c'est pas moi qui le dis, d'autant plus que le Mali est une ancienne colonie française et les États-Unis ont bien compris que c'est la France qui a plus intérêt à financer ce problème. Et les retombées, on ne va pas parler des causes de ce problème-là, mais les retombées aussi, tout le monde le sait, ce n'est pas forcément pour le Mali, c'est que la France a véritablement un intérêt dans cet enjeu. Alors, autre actualité, messieurs, en République démocratique du Congo, le gouvernement vient d'initier une opération de redistribution des terres non mises en valeur. Dans ce pays, l'accès à la terre, vous le savez, est très difficile pour des millions d'agriculteurs. Le gouvernement donne 3 mois aux propriétaires de ces terres non exploitées pour se conformer à la nouvelle législation. Les précisions, Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, les terres non mises en valeur, attribuées par l'État aux individus et personnes morales, seront récupérées et redistribuées. Une décision du ministère des Affaires foncières évoquant la loi foncière du pays qui stipule à son article 119 que le sol et sous-sol congolais appartiennent à l'État. Un moratoire de 3 mois est ainsi donné aux détenteurs de ces titres afin de se conformer à la loi avant l'exécution de cette décision. Nous allons effectivement mettre en application ces dispositions légales. Ceux qui, dans les délais, n'auront pas régularisé leur situation vis-à-vis du gouvernement congolais, nous allons prononcer la déchéance et nous allons reprendre les concessions leur confiées. L'application de cette mesure est une réponse au défi du développement pour un pays où la croissance démographique ne cesse de s'accélérer, exigeant plus de productions agricoles susceptibles d'assurer l'autosuffisance alimentaire. C'est une décision salutaire, en ce sens que ceux qui détiennent des terres par devers eux et ne savent pas les mettre en valeur, ce qui pose problème pour l'État parce que l'État se nourrit des taxes et impôts, notamment fonciers. La RDC enregistre des centaines d'hectares de terres occupées par des nationaux et étrangers. Ceci, dans la plupart des cas, en violation de la loi, privant ainsi les autochtones des terres pour leurs activités champêtres. En plus de donner plus d'opportunités aux autochtones, le gouvernement congolais voudrait par ailleurs garder plus d'espace dans chaque province pour l'utilisation rationnelle destinée aux grands projets du développement. Monsieur Makanera Ibrahima Sori, que l'on comprenne bien, en fait, ce sont des terres qui appartiennent à des Congolais, donc il s'agit d'expropriation, là, dans ce cas présent. Ah ben c'est ce que je m'inquiétais. Je me disais, est-ce que le droit de la propriété n'est pas garanti par la Constitution congolaise? Ce qui m'étonnerait. Je pense que l'État doit donner l'exemple en se soumettant à la loi. Il y a des procédures pour cela. Si l'État congolais veut que les terres soient mises en valeur ou que, en tout cas, inciter les propriétaires qui ont droit absolu sur leur propriété, ils pouvaient imaginer des taxes qui, sur comment dirais, ces terres non mises en valeur, cela pouvait inciter les propriétaires ou à vendre leurs terres ou bien à les louer, mais tout en préservant le droit de propriété. On ne peut pas, même l'État n'a pas quand même le droit de violer la propriété des citoyens. Je n'arrive pas à comprendre. Et pour cela, on sait très bien que très souvent, derrière ces mesures-là, il y a d'autres initiatives non, disons, qui sont camouflées. C'est-à-dire, vous verrez vers la fin, ce sont les proches du pouvoir qui vont reprendre ces terres. On a vu les exemples là, dans certains pays comme, comment dirais-je, au Zimbabwe. En fin de compte, nous avons vu ce que ça a donné. J'ai peur qu'une autre opération ne se cache derrière cela. Sinon, l'État congolais doit savoir comment procéder. Maître Oblivi, on peut parler de terres véritablement confisquées à ses propriétaires. Alors, que dit le gouvernement congolais? Tout simplement que la terre appartient à l'État. Mais c'est une notion abstraite. Dire que la terre appartient à l'État congolais. Bon, moi, je ne sais pas, je ne connais pas bien le droit congolais en matière foncière, mais toujours est-il qu'à un moment donné, il y a eu des gens à qui la propriété de ces terres ont été confiées. Ça, c'est une certitude. Et de ce moment-là,
Qu'est-ce que ces personnes ont fait de leurs terres? Ils peuvent en disposer, on a le droit de disposer du bien dont on est propriétaire, mais de même, c'est une bonne initiative, il ne faut pas l'oublier, que si les terres ne sont pas mises en valeur, on peut procéder autrement, de manière pacifique, demander l'intervention d'organismes pour recenser ces terres-là, avoir une contrepartie pour les personnes qui vont... On parle de location aussi. La location peut être faite. On peut également envisager plusieurs possibilités. Il est vrai que, comme le dit mon prédécesseur tout à l'heure, que habituellement, ce sont les proches du pouvoir qui s'en accaparent après. Le problème n'est pas particulier au Congo. On en trouve un peu partout. Vous verrez dans la plupart des pays africains de grandes propriétés appartenant aux proches du pouvoir. Mais est-ce qu'il n'est pas nécessaire quand même de mettre ces terres en valeur? C'est pourquoi moi je dis, je suis un peu mitigé là-dessus. L'État prend une bonne initiative pour mettre en valeur les terres qui sont laissées à l'abandon, mais dans le même temps, il faut penser au dédommagement ou bien à une solution permettant de régler le problème. Jean-François? Alors, moi, je pense que je suis attaché au droit de propriété naturellement, mais le droit de propriété s'exerce dans le cadre des lois. Et le ministre tout à l'heure évoquait une disposition légale qui prévoit que les propriétés, en tout cas les terres qui n'ont pas été mises en valeur, au bout d'un certain temps, et ça existe dans un certain nombre de législations en Afrique, moi je ne vois pas d'inconvénient. Il y a bien sûr ce risque qui a été évoqué, c'est-à-dire que des proches du pouvoir puissent s'en accaparer. Il ne faut pas oublier non plus que nous sommes dans une ère particulière en Afrique où les de vastes territoires sont achetés non pas par des nationaux, non pas par des Africains, mais par des ressortissants d'États hors du continent, des Chinois en particulier, ou des Indiens, pour pouvoir cultiver et ravitailler leur population. Et puis nous sommes au Congo, il y a aussi des achats de terres en prévision pour l'exploitation du sous-sol. C'est pour ça que, notamment, alors ça révèle pour moi deux problèmes. On n'est pas, lorsqu'on prend ce type de mesures ponctuelles à un moment donné, ça veut dire qu'en amont, on n'a pas été capable de prévenir, c'est-à-dire de prévoir et de prévoir ce qui est nécessaire pour pouvoir nourrir la population, donner à la population ce qu'il faut pour pouvoir cultiver. Donc il y a un problème de fond et si c'est une mesure si élémentaire que ça d'application de la loi, je ne vois pas pourquoi on fait tout un fond autour. C'est une bonne mesure, à mon avis, mais il faut attendre de voir ce qu'on fera. Les retombées. Il faut des mesures d'accompagnement. Donc des mesures d'accompagnement. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News. Le message est clair, le contexte global change vite. En construisant une unité fondée sur une vision commune de notre continent et l'expression de nos intérêts, nous pourrons ainsi ouvrir une voie qui favorisera l'Afrique. L'importance de la réforme qui nous mobilise aujourd'hui nous invite à donner un ton ferme de notre volonté de la faire aboutir dans les meilleurs délais. Nous nous imposons comme un organe qui concourt à la démocratisation du continent à travers les missions d'observation des élections dans divers pays. Les chantiers de la réforme de l'Union africaine, tous les soirs à 17h30 GMT. Africa 24, all day, every day, join us. www.africa24tv.com. Africa 24, all day, every day, join us. www.africa24tv.com.
deuxième partie de l'Africa Newsroom, Adoté Blivi, avocat au barreau de Paris, Makanera Ibrahima Sori, juriste et chargé de cours de droit à l'École supérieure de commerce et de gestion PPA, ainsi que Jean-François Kandikombe, notre éditorialiste, sont toujours avec nous. Sans plus tarder, le dossier du jour. Le 29e sommet de l'Union africaine a débuté ce lundi à Addis Abeba. Réformer l'Union africaine pour la rendre plus efficace. C'est la lourde tâche qui a été confiée en juillet 2016 au président rwandais Paul Kagame. Et la grande question demeure celle du financement. Objectif pour les États africains, s'affranchir des bailleurs internationaux. C'est donc notre dossier du jour et il est signé Emmanuel Milimoulou. Depuis sa création en 2002, l'Union africaine est sévèrement critiquée. Héritière de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, créée après la grande vague de décolonisation des débuts des années 1960, on lui reproche ses lourdeurs bureaucratiques, sa dépendance financière aux bailleurs internationaux, les problèmes de mise en œuvre des décisions, mais aussi sa faible capacité à se remettre en question. L'heure est au diagnostic. L'Union africaine doit faire peau neuve. C'est du moins la volonté affichée des chefs d'État de l'organisation panafricaine qui ont confié au président Paul Kagame du Rwanda la tâche de faire des propositions allant dans ce sens. Nous avons une organisation dysfonctionnelle dont la valeur pour nos États membres est limitée, qui a peu de crédibilité auprès de nos partenaires internationaux et en laquelle nos citoyens n'ont pas confiance. Depuis l'indépendance jusqu'à maintenant, l'Afrique évolue. Mais c'est à peine perceptible parce qu'il y a des forces qui tirent dans le sens contraire. Et c'est des jeux d'intérêt. Donc tant que l'Afrique n'a pas conscience de ça, que le primum c'est de donner une consistance concrète aux décisions qu'ils prennent, les chefs d'État viennent, c'est une fête, etc. On décide, on s'en va, et puis les tiroirs sont remplis de décisions. L'un des chantiers au centre de cette réforme est celui de la Commission de l'Union africaine, l'organe technique de l'institution chargé de la mise en œuvre des directives des chefs d'État membres. Les experts la trouvent contre-productive dans sa configuration actuelle. Il faudrait que les chefs d'État, les États membres de l'Union africaine essayent de peser moins sur la gestion interne de la Commission. Les États membres ont établi cette structure. Ils l'ont dotée de personnel, des cadres, dont le président de la Commission. Il appartient à ces États membres, surtout leurs leaders, de donner toute la latitude nécessaire à cette commission, y compris les moyens, pour que cette structure qui est la leur fonctionne tel que l'on souhaite que ça fonctionne. Le projet de réforme proposé par le président Paul Kagame est intitulé « L'impératif de renforcer notre union ». Il dresse sans complaisance un bilan assez sévère pour susciter le débat partout sur le continent. Les délibérations issues des consultations sur ce travail vont contribuer à une réforme efficace et adéquate de notre institution et relever ainsi les défis innombrables qui y sont attachés. L'extrême importance de la réforme qui nous mobilise aujourd'hui nous invite à donner un ton ferme de notre volonté de la faire aboutir dans les meilleurs délais. Ce constat peu reluisant impose des réformes en profondeur du mode de fonctionnement de l'institution panafricaine. L'objectif est surtout de la rendre plus efficace, moins bureaucratique et financièrement indépendante des bailleurs internationaux qui en assurent les 3/4 du financement. Le message est clair. Le contexte global change vite. En construisant une unité fondée sur une vision commune de notre continent et l'expression de nos intérêts, nous pourrons ainsi ouvrir une voie qui favorisera l'Afrique. La Commission, je pense que fait un travail remarquable. Ce sont les États membres qui doivent lui permettre vraiment de travailler dans des conditions idéales, ce qui manque souvent, d'où donc la nécessité de trouver des ressources alternatives pour le financement qui est aussi à débat. La réforme de l'Union africaine est bâtie autour de 5 points principaux.
Une meilleure division du travail entre la Commission, les communautés économiques régionales et les États membres, le renforcement des compétences du président de la Commission, la mise en œuvre immédiate de la taxe Kaberuka de 0,2% sur les importations, le renforcement des sanctions contre les pays qui ne paient pas leurs contributions et la transformation du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD en agence de développement de l'UA. Créer le NEPAD pour que parallèlement à la Banque africaine de développement, c'est quand même un peu, c'est comme si on mettait un doublon. C'est d'essayer de voir comment mettre tous les efforts ensemble, capitaliser, réunir les ressources. Parce que si on se disperse à avoir plusieurs institutions de financement, qu'est-ce qui va se passer? Ne serait-ce que le traitement salarial, ça va engloutir beaucoup d'argent. On peut fusionner la Banque africaine de développement, NEPAD. Il y a des points communs qu'on peut tirer et faire une institution panafricaine, mais efficace. Mais à ce niveau, le premier problème qui me préoccupe, c'est l'instrument même d'échange, la monnaie. Quand on a une monnaie unique sur le plan africain, il y a de fortes chances que toutes les institutions puissent se sentir à l'aise pour mettre en œuvre les décisions que les chefs d'État ou leurs représentants prennent. Je pense que le NEPAD peut parfaitement coexister avec la Banque africaine de développement, mais avec beaucoup de rationalisation, c'est-à-dire rationaliser le NEPAD, ses sources de financement, parce que actuellement, comme la Commission de l'Union africaine, c'est trop dépendante des moyens extérieurs. Le principe de la réforme a été formellement adopté par les chefs d'État africains. Désormais, il s'agit de discuter des modalités de sa mise en œuvre, d'autant plus que l'institution ressemble actuellement à un organe de réunion dont les délibérations ne font l'objet d'aucun suivi. Il y a eu par le passé de nombreuses décisions prises par l'Union africaine qui n'ont pas été mises en œuvre ou ont été partiellement mises en œuvre. Toute réforme est difficile, mais l'absence de réforme ne fait que mener à des difficultés futures. Il faudra que les chefs d'État qui ont en toute conscience établi cette structure fassent tout pour lui permettre de jouer son rôle. Parce que là, ça ne sert à rien d'établir quelque chose, de s'y investir dans le temps, avec aussi des moyens, pas suffisamment, mais tout de même des moyens, et ne pas lui permettre de travailler et de fonctionner tel que l'on veut que ça fonctionne. La réforme la plus discutée a été celle du financement de l'Union africaine pour la rendre plus indépendante des donateurs étrangers. Le principe d'une taxe de 0,2% sur les importations hors Union africaine permettra désormais d'assurer une autonomie financière à l'UA. C'est un nouveau prélèvement qui devrait, à l'échelle africaine, rapporter à peu près 1,1 milliard d'euros. Ça nous permet non seulement de pouvoir financer nos projets, nos activités au sein de l'Union africaine, mais aussi de disposer d'une certaine marge financière pour faire face à des cas d'urgence. Tel qu'actuellement ça fonctionne, ça devient une caisse à résonance des puissances occidentales. Ça, par exemple, c'est un aspect qu'il faut changer. Ensuite, si vous avez vu, l'Afrique a connu beaucoup de conflits, de guerres pendant ces dernières années. Et l'institution a été incapable de déployer une force de maintien de paix. À chaque fois, c'est au niveau de l'ONU que ça se passe. Dans un environnement mondial profondément instable avec des répercussions en Afrique, la diplomatie multilatérale africaine est plus que jamais nécessaire. En s'engageant dans un programme audacieux de réformes, les dirigeants africains marquent leur volonté de construire une union plus efficace. Le prix serait entre autres de prendre des décisions difficiles en matière de souveraineté et concernant les tensions entre l'aspiration des populations à un mode de gouvernance plus transparent et les tendances autoritaires d'un grand nombre de gouvernements. Alors le reportage l'a véritablement bien mis en exergue. La réforme qui suscite le plus de débats, c'est donc la question du financement, avec plus de 80% des financements venant de bailleurs de fonds non africains. C'est véritablement la question de la légitimité qui est aujourd'hui en jeu pour l'Union africaine, Jean-François. Oui, depuis fort longtemps, depuis l'organisation de l'Union africaine d'ailleurs. L'autonomie financière est la condition de l'indépendance politique, économique de l'Union africaine. Moi, je vois un pont entre les deux questions. Il y a la question financière que vous avez évoquée, il y a la question de la réforme de la Commission. Et pour moi, ces deux questions-là sont un peu la vitrine,
la vitrine de la réforme, mais ne me paraissent pas être le cœur de la réforme. Si je prends le cas des institutions, mais il y a aussi les institutions financières, la réforme institutionnelle, des institutions sont là pour servir une idée ou des idées et des projets. Et quelle idée d'Afrique on va servir avec ça? Quel projet d'Afrique on va servir avec ça? Je prends un autre exemple, celui de la taxe Kaberuka, qui est une très bonne idée en soi, ponctuellement. C'est une taxe sur quoi? C'est une taxe sur les exportations. Qu'est-ce qui empêche? 0,2%. Voilà, sur les exportations. Or, c'est une taxe qui n'est rattachée à aucune politique de l'Union africaine. Si politique il y avait, quelle serait-elle? Ce serait une politique commerciale commune à l'Afrique, exportation, importation, et sur cela, on prélève éventuellement un impôt africain qui est servi par des institutions de l'Union africaine, et là, il y aurait une cohérence, et une cohérence de fond qui irait vers l'avenir. Moi, personnellement, ce qui manque dans ce projet-là, c'est l'idée de l'Afrique que l'on veut. Pas seulement des institutions, on peut faire fonctionner de la mécanique. Pour moi, c'est de la mécanique, les institutions. On peut faire fonctionner la mécanique, mais la mécanique peut tourner à vide. On peut multiplier le nombre de fonctionnaires, on n'a pas les moyens de pouvoir les rémunérer. Les moyens, on les a comment? En créant de l'activité. On crée de l'activité comment au niveau de l'Afrique? C'est en ayant des politiques africaines, et ça suppose de l'intégration africaine, mais en attendant, ça suppose qu'on ait aussi une idée de ce qu'on fera des organisations régionales d'intégration. Makanera Ibrahima Sori, au sujet toujours de cette taxe, 0,2% sur les importations, est-ce que c'est pas un peu trop présomptueux de dire que ça va servir à garantir la souveraineté de l'Union africaine? L'idée est bonne, mais madame, je n'y crois absolument pas. Nous savons comment les ressources internes en Afrique sont ramassées. Vous savez, c'est à peu près dans beaucoup de pays pareils. L'impôt est payé, très souvent, mais ça tombe dans la poche de qui? La manière dont les recettes internes sont dilapidés, là aussi il faut savoir que même si ces prélèvements demain ou après-demain étaient mis en place, ils vont suivre les mêmes chemins pour venir acheter des immeubles en Europe. Mais l'essentiel de cette affaire, c'est qu'il faut savoir que ce projet est porté par 3 chefs d'État qui incarnent les maux dont souffre l'Afrique. Vous regardez l'acte constitutif de l'Union africaine. Son préambule et l'article 3 nous dit l'essentiel. L'objectif de l'Union africaine, essentiellement, c'est la bonne gouvernance et la protection des droits humains. Regardez ces 3 chefs d'État. Vous prenez l'exemple sur M. Déby. Il vient d'affirmer qu'il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. Sa gestion économique, je vous laisse le faire parce qu'ils font appel au Fonds monétaire international, c'est que ça veut dire. Vous prenez l'exemple sur Alpha Condé, alors que l'objectif de l'Union africaine, c'est la bonne gouvernance et la protection des droits humains. Alpha Condé vient de dire clairement qu'il est constitutionnel du mandat qui était limité à 2. Alors que l'objectif de l'Union africaine, c'est la bonne gouvernance, l'alternance démocratique. Vous allez, Paul Kagame, gestion économique exemplaire à l'échelle africaine, mais lui, il vient de se tailler une présidence à vie. Voilà 3 porteurs de ce projet, mais qui vraiment constituent les obstacles majeurs à la réalisation de l'objectif de l'Union africaine. Alors, Maître Adoté Blivi, donc pour beaucoup, l'Union africaine face à ça, puisque au-delà des réformes institutionnelles ou de financement, c'est ça qui est également au cœur de la problématique. Alors, quelle solution? Moi, je ferai d'abord le constat que c'est regrettable qu'après plus de 50 ans d'indépendance, l'Afrique soit encore là, à tendre la main pour organiser des sessions de l'Union africaine. On ne va pas nous dire qu'il n'y a pas de ressources suffisantes en Afrique pour pouvoir permettre aux chefs d'État de prendre en charge cette institution. On va de notre intérêt, mais les fonds ne vont pas là où ils devaient aller. Alors, quelles sont les propositions qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Tout simplement, d'abord, de venir à la bonne gouvernance. Moi, je dis tout simplement qu'il faut que les chefs d'État aujourd'hui qui représentent les États ont la légalité, mais non pas la légitimité. Il faut qu'il y ait une certaine légitimité. Il faut venir du peuple, savoir ce que veut le peuple
Et à ce moment-là, on pourrait apporter des solutions au peuple. Tant qu'il y aura cette gabégie, cette volonté de détourner les fonds publics et cette volonté de gaspiller de l'argent public, on ne pourra pas faire fonctionner l'Union africaine telle qu'elle est aujourd'hui. Les moyens sont là. Personne n'en doute. Les moyens sont là en Afrique. On n'a pas besoin d'aller chercher les moyens à l'extérieur. Dès lors que vous sortez et vous allez chercher les financements à l'extérieur, vous dépendez de la bonne volonté de ces financeurs. Oui, vous avez raison. Et justement, 800 millions, c'est les dépenses estimées pour l'année 2018. On se dit que c'est très peu. Comment l'Afrique ne peut pas rassembler cet argent-là, Jean-François ? Comment l'Afrique ne peut pas rassembler cet argent? Parce que, d'une part, aujourd'hui, le principe, c'est que le budget de l'Union africaine est servi par les budgets nationaux. Il y a les contributions nationales. Ça veut dire qu'il y a des États qui ne payent pas, déjà. Et puis, il n'y a pas de ressources propres. Il n'y a pas de ressources propres à l'Union africaine, et les ressources propres, comme je le disais tout à l'heure, sont des ressources qui sont générées normalement sur de la production de valeur africaine, à l'échelle africaine. Mais vous posiez tout à l'heure une question sur les institutions, si vous permettez brièvement, la question de la Commission africaine. Je disais tout à l'heure que les institutions servent une idée et des projets. Aujourd'hui, le projet, c'est de renforcer les compétences de la Commission de l'Union africaine, d'en faire un organe indépendant. On peut en rêver. Je pense que le modèle qui est pris, c'est celui de la Commission de l'Union européenne, qui représente un intérêt de l'Union au niveau de l'Union européenne, pas seulement un intérêt politique, mais un intérêt économique. Au niveau de l'Union européenne. Cet intérêt économique, il y a quoi derrière? Il y a des politiques intégrées, une politique agricole commune, une politique commerciale commune, une politique des transports commune, il y a une fiscalité commune. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autonomie s'il n'y a pas la possibilité d'avoir un intérêt propre à l'Union africaine. Il n'y a pas d'intérêt propre à l'Union africaine s'il n'y a pas de politique de l'Union africaine, mais ça signifie, et j'aurais fini, que les chefs d'État qui sont là acceptent de transférer une part de leur souveraineté nationale à l'Union africaine. Et c'est là qu'on les attend. Donc c'est donc le cœur du problème. Oui. Un rappel des titres que nous avons développés, et ensuite on va continuer. Le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad mettent en place une force militaire commune qui reste cependant à financer. Cette force qui sera déployée dans un premier temps aux confins du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Elle s'ajoutera à l'opération française Barkhane qui traque les djihadistes dans le Sahel. Autre actualité développée en République démocratique du Congo, le gouvernement vient d'initier une opération de redistribution des terres non mises en valeur. Dans ce pays, l'accès à la terre, vous le savez, est souvent difficile pour des millions d'agriculteurs. Le gouvernement donne 3 mois aux propriétaires de ces terres non exploitées pour se conformer à la nouvelle mesure. Une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News. Les entretiens de Brazzaville. Après la problématique du franc CFA, rendez-vous ce mardi 4 juillet 2017 à 14h30 au Palais des Congrès de Brazzaville. Chronique d'une mésentente réelle dans une Afrique qui pointe du doigt la CPI. Débattons sur l'Afrique et la CPI aux sources du malaise. Sidiki Kaba, Aboubakar Tambadou, Pierre Mabiala, Alexis Tamboué-Mwamba, Désiré Assog-Boavi, Grand témoin Dominique Perben, animé par Vincent Hervoué, une initiative portée par le cabinet Éminence Conseil. Africa 24. All day, every day, join us. www.africa24tv.com
Africa 24. All day, every day, join us. www.africa24tv.com. De retour dans l'Africa Newsroom, Adoté Blivi, avocat au barreau de Paris, Makanera Ibrahima Sori, juriste et chargé de cours de droit à l'école supérieure de commerce et de gestion PPA, ainsi que Jean-François Akandi Kombe, pardonnez-moi, notre éditorialiste nous accompagne depuis le début de cette émission. Alors, au chapitre économique, le financement des petites et moyennes entreprises reste problématique sur le continent, même si les banques les plus dynamiques leur consacrent jusqu'à 25% de leur portefeuille de crédit. Le manque de financement demeure une réalité récemment mise en exergue par la Banque africaine de développement. Accroître les prêts et fournir des instruments de financement plus diversifiés et innovants aux micro, petites et moyennes entreprises africaines, c'est l'appel lancé par la BAD, Banque africaine de développement, à l'endroit des établissements financiers. Selon l'institution financière panafricaine, environ 80% des Africains considèrent l'esprit d'entreprise comme une bonne opportunité de carrière. Les nouvelles stratégies d'industrialisation devraient se concentrer sur le dynamisme et le ciblage des entreprises privées en croissance rapide du continent qui ont le potentiel de créer des emplois de qualité. La culture entrepreneuriale africaine est en essor, mais demeure dirigée vers les secteurs où la productivité reste faible. Selon la Banque africaine de développement, les établissements de crédit financiers doivent augmenter leurs prêts à plus de 135 milliards de dollars pour faire face à la demande des micro, petites et moyennes entreprises. Lorsqu'on regarde le taux de financement des PME en Afrique, c'est un taux qui avoisine quasiment entre 8 à 9% par rapport aux standards internationaux, alors que le taux devait être à 25%. Et on s'est rendu compte qu'il ne peut pas avoir un secteur public fort sans un secteur privé fort. En Afrique, les entreprises générant le plus d'emplois dans le secteur formel sont celles de moins de 20 employés et moins de 5 ans d'expérience. Aujourd'hui, l'objectif de la BAD est de renforcer le dynamisme entrepreneurial. Pour ce faire, elle souhaite donc collaborer avec la Banque européenne d'investissement et la Commission européenne pour aider à créer et développer 1500 entreprises innovantes. Jean-François, les PME jouent un rôle considérable dans les économies, mais alors pourquoi les banques ont toujours cette réticence à leur accorder des crédits? Mais elles jouent un rôle essentiel. Je n'ai pas pour habitude de défendre les banques ici, mais je me dois de dire tout de même que les banques sont d'abord des entreprises commerciales et que ces entreprises commerciales-là analysent le risque et définissent un certain nombre de critères qui permettent de prêter. Si je dis ça, c'est pour mettre l'accent plutôt sur le rôle des pouvoirs publics. La question du financement dont nous sommes en train de parler, c'est une question qui rentre en ligne de compte de façon plus générale dans le climat des affaires. Or, nous savons très bien que dans nos pays, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de l'environnement des affaires, du climat des affaires pour attirer des investissements extérieurs à l'Afrique, pour lesquels nous avons des conditions à la fois fiscales, de prêts, etc., qui sont extrêmement généreuses. On met l'accent aujourd'hui sur les banques. Il faudrait que les banques prêtent un peu plus, mais il faudrait que le cadre juridique, le cadre législatif et réglementaire puissent les y inciter un peu plus. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait une volonté politique de développer nos entreprises petites et moyennes suffisantes pour mettre la pression sur ces banques-là pour pouvoir prêter, parce que ça suppose, nous en avons déjà parlé ici, mais les banques sont fautives, certes, mais elles sont dans leur propre logique. Est-ce que les institutions publiques, est-ce qu'il existe en Afrique des institutions publiques qui prêtent à des conditions autres que les banques? Est-ce qu'il existe des organes d'incitation financière? Voilà. Maître Blivi, peut-être un problème d'insuffisance de fonds de garantie? Oui. Certainement, parce que les petites et moyennes entreprises, c'est le plus gros employeur normalement en Afrique, hein, indépendamment du pouvoir public, indépendamment des fonctionnaires, c'est les petites et moyennes entreprises qui emploient le plus de personnes. Mais pour leur prêter de l'argent, pour les faire fonctionner, ces entreprises se heurtent à ces difficultés bancaires parce qu'il y a une absence totale d'adressage, déjà pour commencer, problème d'adressage et problème d'identification. Heureusement,
ces dernières années, on commence par recenser les entreprises se font enregistrer, et ça devait permettre normalement un déblocage. C'est ce que nous avons vu dans le reportage. Si dans certains pays, on arrive à regrouper ces entreprises dans des structures bien déterminées, les identifier, les banques ne devaient plus avoir ce frisson de ne pas prêter aux petites et moyennes entreprises, parce que le développement de l'économie dans ces pays-là, dans nos pays africains, dépend beaucoup de ces petites et moyennes entreprises. Makanera Ibrahima Sori, les petites et moyennes entreprises, on sait que dans certains pays, plus de la moitié disparaissent en même pas 2 ans d'activité. C'est vraiment les PME qui sont en danger et qui risquent de disparaître. Ou bien j'exagère un petit peu? Non, c'est l'un des problèmes. Et vous savez, le problème de crédit en Afrique, c'est en y regardant très près, on ne comprend rien. Aujourd'hui, les banques africaines sont devenues leaders de leur domaine sur le continent. Vous avez, il y a de cela quelques années, quand on parle de banques, au sens habituel du terme, on pense à BNP Paribas, Crédit Lyonnais. Actuellement, ce n'est pas ça, ce sont les banques africaines qui sont leaders du marché avec leurs succursales partout, dans beaucoup de pays en Afrique, ce qui est quand même une bonne chose. On se demande maintenant pourquoi les PME ont des problèmes de crédit. C'est une question qui se discute au niveau africain. Je me rappelle de l'intervention de Macky Sall il y a de cela 3 ans, qui critiquait cette situation. Le taux de crédit en Afrique, c'est entre 15 et 25%, voire plus, ce qui est énorme. Maintenant, pourquoi les entreprises n'ont pas accès au crédit? Ça, il faut savoir quand même qu'en Afrique, les petites et moyennes entreprises, il faut faire attention. Vous avez des entreprises qui ont l'apparence d'une entreprise formelle, alors qu'on trouve que ce sont des entreprises informelles. Il est très difficile de les prêter. Ça leur permet de se soustraire de beaucoup d'obligations. D'ailleurs, ce sont de telles entreprises qui payent leurs impôts dans la poche de ceux qui sont chargés de mobiliser les recettes internes. Et dernièrement, vous savez, beaucoup d'entreprises africaines appartiennent à cette haute société très proche du pouvoir, contre lesquelles la justice est totalement inefficace. On a peur aussi de les prêter. Alors, le Fonds monétaire international accorde un crédit de plus de 300 millions de dollars au Tchad. Ce crédit très attendu arrive dans un contexte où, comme dans d'autres pays d'Afrique centrale, l'économie tchadienne est mise à mal par la chute des cours du pétrole. Siamlo Victoria Sedji. Le Tchad vient de bénéficier d'un accord de prêt triennal de 312 millions de dollars du FMI, Fonds monétaire international. Durement touchée par la chute des prix du pétrole dont elle dépend énormément depuis les années 2000, l'économie tchadienne a perdu plus de 50% de ses revenus pétroliers. Ce financement très attendu depuis quelques semaines permettra sans doute de redresser l'économie. Le Tchad fait face à une récession extrêmement marquée du fait de la conjoncture sur le marché pétrolier, avec une faiblesse des prix. Le pétrole, l'exploitation pétrolière est dominante dans l'économie tchadienne. C'est 1/5 du produit intérieur brut du Tchad. Donc, le Tchad fait donc face à une crise financière économique, mais qui est une crise essentiellement de liquidité. Pour rappel, le Cameroun et le Gabon, 2 pays de la CEMAC, la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, ont déjà reçu respectivement 666,2 millions de dollars et 642 millions de dollars. Les 312 millions de dollars alloués au Tchad représentent un afflux de liquidités permettront de booster l'économie sur la base d'un programme national de diversification financé à hauteur de 48,8 millions de dollars. Il y avait donc cette dépendance excessive du pétrole. Il y a le climat des affaires qui est défavorable à l'éclosion du secteur privé et la corruption. Il y a même l'enclavement géographique et puis la dégradation des conditions de sécurité. Le Tchad a un énorme potentiel en matière agricole et il faudrait absolument que ce potentiel agricole soit valorisé. En proie à des menaces terroristes qui sévissent dans la sous-région, le Tchad doit relever plusieurs défis, notamment le financement de ses troupes d'intervention estimées à plus de 50 000 hommes, ce qui lui a coûté plus de 250 milliards de francs CFA. Autre difficulté, l'exportation de bétail vers le Nigeria, la Libye ou encore la Centrafrique. Des pays qui subissent de plein fouet des attaques terroristes et des crises sociopolitiques à répétition.
Alors, ce fonds du FMI donc donné au Tchad, plus la politique d'austérité qui a été mise en place, cela fait déjà 1 an. Elle n'a que très peu d'effets sur le terrain. N'est-ce pas un peu illusoire de croire que ces 2 dispositifs vont parvenir à restaurer le cadre macroéconomique du Tchad? Maître Blivy, est-ce que la véritable problématique n'est pas ailleurs? Vous avez tout à fait raison. Il faut aller rechercher ailleurs. Parce que le FMI, nous avons tous suivi depuis des années ce que ces instructions donnaient en Afrique. Aujourd'hui, c'est le Tchad. Vous avez vu, ce sont des pays essentiellement producteurs de pétrole, à qui on a prêté de l'argent. Le FMI ne donne pas gratuitement. Donc la politique qui est définie par ces pays-là n'est pas une politique définie par eux-mêmes, mais dictée par le FMI. Donc l'argent qu'on va encore prêté au Tchad aujourd'hui, qu'on a prêté au Cameroun et comment ça s'appelle déjà, au Gabon, oui. L'argent que leur a prêté, est-ce que la destination finale est exactement celle qui est définie au départ? C'est tout le problème. Quand on prête de l'argent, que les FMI interviennent dans ces pays-là pour les aider, c'est tant mieux. Mais je dirais aussi que, en réalité, ces pays n'ont pas besoin de ces aides-là. Ces pays sont immensément riches, seulement que leur politique monétaire, économique, financière sont définies ailleurs. Jean-François ? Oui, on aimerait bien, pour répondre à votre question, on aimerait bien que tout cela ait pour un résultat positif et relève les grands marqueurs économiques et surtout améliore le sort de la population. On le voudrait bien pour les Tchadiens, mais pourquoi on en est arrivé là? Aujourd'hui, il y a des affaires, toutes les semaines, il y a des affaires retentissantes de corruption, de prise illégale d'intérêt au Tchad, qui sont liées au pétrole, qui sont liées aux ressources naturelles, et qui sont liés aussi à une politique qui a été menée vis-à-vis de la fonction publique qui consistait à gonfler la fonction publique parce qu'on avait les moyens, notamment avec des familiaux, c'est-à-dire avec des membres de la famille ou des membres de la tribu, etc. Donc on en est arrivé là parce qu'il y avait mauvaise gouvernance financière. Et aujourd'hui, ce n'est pas avec 300 millions qu'on va arriver à relever le défi, ne serait-ce que le financement des troupes tchadiennes va engloutir tout ça. D'autant plus que si vous avez suivi l'actualité, toute la force aérienne du Tchad a été neutralisée par un vent violent et il va falloir acheter de nouveaux appareils. Donc, et puis, il y a aussi des choix qui ont été faits entre, d'une part, une projection militaire extérieure, la vitrine extérieure en matière militaire et le développement économique du pays. Bon, j'ai noté, et je finirai juste par là, j'ai noté qu'il y a une nouvelle terminologie. On a parlé de programme de diversification. C'est le nouveau nom maintenant des programmes d'ajustement structurel. Parce que en réalité, visiblement. Mais j'aurais quand même une dernière question. En quelques secondes, Makanera Ibrahima Sori, on sait qu'un premier décaissement a été mis en place, 48,8 millions de dollars qui est déjà disponible pour le Tchad. Le reste du prêt sera décaissé progressivement au cours des trois prochaines années. Une politique d'austérité, je le disais tout à l'heure, a été mise en place. Est-ce qu'on peut craindre un renforcement de cette politique d'austérité, justement pour respecter ce... Effectivement, d'abord, c'est un échec que le Tchad recourt au Fonds monétaire international qui prête à des conditions le rassurant qu'il va récupérer le capital et les intérêts qui vont avec. Ce qui se fait au détriment de la population. Mais, vous savez, gouverner, c'est prévoir. Le Tchad, et tout le monde sait qu'une marchandise, matière première, une marchandise, a son destin inscrit dans la hausse et la baisse des prix. Pendant plusieurs années, le Tchad avait quand même l'argent du pétrole. Qu'est-ce qu'ils ont fait tout en sachant que les prix des matières premières vont finir par baisser? On voit ça tout le temps. Donc là, l'enjeu aussi, c'est peut-être la diversification de l'économie. Cette diversification devait se faire avant, ce que le Tchad n'a pas fait. Je pense qu'ils se sont contentés à s'enrichir. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de pays africains. Mais ce qu'il faut dire, peut-être on n'a pas suffisamment de temps, le Fonds monétaire international n'a jamais enrichi un pays. Il ne vous tire pas des problèmes. Le problème se déplace. Nos dirigeants aiment, leur train de vie est tel que seul l'État peut supporter. L'argent que le Fonds monétaire décaisse rentre là dans
l'entretien de leur train de vie. On le dira dans quelques mois, ça n'ira jamais à la population. On a fait l'expérience partout. C'est aussi simple que ça. On a bien compris, monsieur Makanera Ibrahima Sori. C'est la fin de l'Africa Newsroom. Rendez-vous demain dans notre dossier du jour. Il sera question de l'Union africaine toujours, mais l'Union africaine face au défi de l'intégration. Adoteb Livy, merci d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci. Le plaisir a été pour moi. Makanera Ibrahima Sori, chargé de cours à l'école supérieure de commerce et de gestion PPA. Merci pour votre expertise tout au long de cette émission. Je vous remercie également Jean-François Kondi-Kombé de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. C'était un plaisir. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt dans l'Africa Newsroom.